En manchette aujourd'hui, dossier de l'érosion des berges du Saint-Laurent. Le député Perron est déçu du gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 27 février. En effet, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, se dit déçu de la réponse du gouvernement du Canada dans le dossier de l'érosion des berges, dossier piloté par son collègue Xavier Barcelou-Duval. À la suite du dépôt du rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités à la Chambre des communes, lors de la dernière session parlementaire, le gouvernement du Canada affirme qu'il prend note, on cite, des recommandations du comité, sans pour autant prendre quelque engagement que ce soit. Cela fait un certain temps que le rapport est remis et nous avons été patients dans l'espoir d'une lueur d'action, a mentionné le député Perron. Mais nous sommes forcés de constater que le gouvernement n'a pas l'intention de bouger, a-t-il poursuivi. Il débloque des fonds pour des programmes qui sortent de ses champs de compétences et qui font intrusion dans ceux du Québec, ajoute-t-il, démontrant ainsi son mépris des juridictions du Québec et délaisse complètement ses responsabilités dans le dossier qui relève de ses ministères, a déclaré le député Perron. Dans sa réponse aux députés siégeant sur le comité, le gouvernement dresse une liste de mesures ministérielles actuelles qui se rapprochent de près ou de loin de l'enjeu de l'érosion des berges et explique que certaines recommandations faites par le comité seraient déjà comblées par des programmes existants. Il exclut toutefois sans aucune ambiguïté la remise en place du programme de protection des berges aboli en 1997, de poursuivre le député Perron. Rappelons qu'à la suite d'une étude menée au printemps 2023 à l'initiative du député Barcelou-Duval, le porte-parole du Bloc québécois en la matière, et député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, le Comité permanent des transports avait émis une série de 6 recommandations au gouvernement qui comprenaient le rétablissement d'un programme de protection des berges, l'investissement dans la recherche, l'inventaire des zones touchées, la protection des écosystèmes riverains, l'évaluation de l'efficacité des mesures actuelles, ainsi qu'un fonds de restauration des milieux riverains. Malgré cette réponse assez décevante, de dire le député, Yves Perron promet de ne pas laisser tomber le morceau. Je vais poursuivre le travail que j'effectue de concert avec mon collègue et avec le Comité des berges du Saint-Laurent de Lanaudière-Mauricie, a-t-il dit. On ne laissera pas le gouvernement s'en tirer. Ils sont maintenant conscients que les citoyens s'organisent et que le politique va suivre. Ils ne peuvent pas faire l'autruche, a-t-il poursuivi. Parlant du député Yves Perron, CTRB vous présente maintenant la suite de l'entrevue qu'il nous a accordée la semaine dernière. Dans cette entrevue, il est question du fameux dossier Arrive-Can et autres programmes fédéraux et quelles sont les options dans le cadre d'un éventuel gouvernement minoritaire. On sait, à la date de l'entrevue, le parti du NPD et les libéraux ne s'étaient pas encore entendus concernant l'assurance médicale pan-canadienne. Depuis, une entente est intervenue, mais, sait-on jamais, dans l'avenir. On regarde cet extrait de l'entrevue. Ben oui, on est pionniers, puis ça, c'est un grand danger, parce que le NPD, c'est encore pire que les libéraux au niveau de la centralisation. Les autres, à chaque fois qu'ils arrivent avec une motion à la Chambre des communes, ça fait 4 ans que moi je suis là, c'est arrivé plusieurs fois, puis ils refusaient de mettre un droit de retrait avec pleine compensation au Québec. Les autres, ils veulent que le Canada gère l'assurance médicaments. Ça voudrait dire qu'on vient saboter notre système au Québec, puis en mettre un autre par-dessus. Et je vous explique pas les changements administratifs puis l'inefficacité que ça va impliquer, là. On a juste à regarder Arrive-Can, là. Ben, c'est ça, Tu sais, j'en avais c'est un petit quelques-unes. programme, là.
Bon, là, tout le monde dit que ça devait coûter 80 000, ça a coûté 60 millions, c'est un peu surfait, là. Le 80 000, c'était pour des entrées de données au départ, mais mettons, ça aurait pu coûter une couple de millions, ça coûte 60 000, puis ce 60 000 $-là, il a été versé à une compagnie qui est située dans le sous-sol d'un bungalow qui a 4 employés, puis on se rend compte qu'il y a d'autres contrats qui ont été donnés à 250 000. Est-ce que vous voulez vraiment, les gens à la maison, voulez-vous vraiment que ce gouvernement-là gère l'assurance médicaments que Québec quand même gère assez bien? C'est pas parfait, mais c'est assez bien. Et si le fédéral décide de mettre des sommes, tant mieux. Mais nous, on bonifiera notre programme. C'est un peu comme avec les garderies. Et quand ils ont décidé d'instaurer les garderies, à l'époque, on n'était pas pris avec l'Alliance NPD, puis on s'en allait en élection, fait qu'on a pu imposer un droit de retraite puis une compensation pour le Québec. C'est la même chose qu'on veut. Donc, on veut ça aussi. C'est comme un régime d'assurance dentaire. On est d'accord avec le fait de l'assurance dentaire, puis on veut donner ça à notre monde. Mais on n'est pas d'accord avec la formule actuelle qui rend ça au fédéral, alors que Québec a déjà un programme qui couvre les enfants. Il n'était pas parfait non plus, mais l'argent du fédéral devrait être remis à Québec pour la gestion de ça. Puis c'est pas ça. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas obtenu, là. Fait que c'est de l'inefficacité, puis c'est moins d'argent. Puis les Québécoises, les Québécois vont payer 23-24 % de ce programme-là, puis ils vont recevoir en bout de piste à peu près 16 % des sommes. Est-ce que ça, c'est équitable? Ben, je pense pas. Est-ce que c'est ça la Fédération canadienne? Vous avez trouvé que je le dis souvent, Non, mais non, mais non, c'est au quotidien, les gens à la maison. Si on gérait nous-mêmes nos affaires, ça serait pas parfait, mais en bout de piste, au moins, ça serait de notre faute à nous autres, puis on pourrait modifier nos programmes. Là, on se retrouve à payer pour d'autres mondes, puis à avoir de l'argent qui dort à Ottawa qu'on n'est pas capable d'avoir. Regardez pour l'immigration. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions présentement sur l'immigration, là. Puis là, le gouvernement du Québec se plaint que le fédéral ne veut pas payer. Ben, le fédéral, il est mort de rire. Il décide qu'il fait rentrer tout le monde, puis c'est pas lui qui est responsable de s'occuper des gens qui arrivent au niveau de l'éducation, au niveau des soins de santé, au niveau de l'assistance sociale. C'est des sommes énormes. Et là, le Québec reçoit plus qu'à la moitié des demandeurs d'asile du Canada au complet. Puis on se fait quasiment traiter de raciste quand on dit, écoutez, là, pouvez-vous nous donner compensation financière pour votre rôle fédéral qu'on joue, puis on peut-tu répartir ça plus équitablement entre les provinces canadiennes, s'il vous plaît? C'est pas juste aux seuls Québécoises et Québécois à payer pour ça. On est accueillants, on les veut, les immigrants, je veux pas être mal perçu, là. T'sais, mais nous, on prône une immigration réussie. Mais pour que ça soit réussi, faut qu'il y ait une certaine quantité qu'on soit capable d'intégrer correctement puis leur donner des services adéquats. Actuellement, c'est pas ça qui se passe. Puis moi, j'ai honte quand j'apprends qu'on a des demandeurs d'asile qui sont itinérants à Montréal. Je trouve ça révoltant, je trouve ça totalement inacceptable dans un pays du G7. Ça me fâche autant que le fait qu'ils n'augmentent pas les pensions de vieillesse à 65 ans. J'ai de la misère à pas me choquer quand je parle de ça. Fait que, à un moment donné, il faut être sérieux. Ça, ben, c'est encore une fois, c'est le Grand Canada avec le fédéral qui a la moitié de l'argent, puis qui n'a pas la moitié des responsabilités, puis qui décide de tout, puis qui se sac bien de ce qui se passe en bas. Voilà. Faisait le choix de faire une politique qui plaît aux conservateurs et pourrait avoir l'appui des conservateurs sur un projet de loi. Tu sais, un contexte de minoritaire, là, c'est qu'ils n'ont pas plus que la moitié des députés à la Chambre. Donc, ils peuvent perdre un vote. C'est ça le principe. Si c'est un vote fondamental, comme sur un budget, s'ils perdent le vote, ça déclenche l'élection parce qu'ils ont perdu la confiance de la Chambre. On appelle ça comme ça, la responsabilité ministérielle, la confiance de l'ensemble des députés élus. Donc, que ce soit les 25 députés néo-démocrates, les 32 députés bloquistes ou les 100 quelques, je pense que c'est 114, mais je ne suis pas certain du chiffre pour les conservateurs, ce qui est important pour les libéraux, c'est qu'ils aillent chercher un appui dans un parti d'opposition. Et s'ils travaillaient de façon raisonnable et intelligente, ils négocieraient les affaires en amont, puis ça irait très bien pour encore jusqu'en 2025. Et là, ils décident de faire des choix différents, puis de bafouer les demandes du Québec. Fait que nous, je vous répète, nous, on ne veut pas d'élection, mais on est toujours prêt à en avoir une. Notre principe de base, il va toujours rester le même. On vote ce qui est bon pour le Québec. Puis on ne vote pas nécessairement contre le Canada. Là. On n'est pas là pour nuire. Là. Si on peut adopter des programmes qui sont bons pour le Canada, tant mieux. Mais on va toujours protéger les intérêts du Québec. Fait que si on veut, je reprends l'exemple d'assurance médicaments, on veut instaurer une assurance médicaments dans le Canada qui n'en a pas, ben, tant mieux. Allez-y. Sauf que nous, on en a déjà une. Fait que venez pas nous piler ses orteils, laissez-nous gérer nos affaires, remettez 22-23 % des budgets, ce qui représente la population du Québec. Donc, on l'a payé, cet argent-là, c'est à nous autres, ça nous revient de droit. Donnez-nous ça, puis on va mettre ça dans notre programme qui est déjà en place, puis on va le bonifier, il va devenir plus efficace. On ne veut pas multiplier les structures une par-dessus. La députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, au nom de la ministre des Relations internationales et de la francophonie,
et ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, a annoncé un soutien financier de 150 000 $ pour la réalisation du projet MAMO Wiriwin Agir ensemble. Ce projet vise à répondre à divers besoins de femmes et de filles autochtones de la communauté atikamekw de la Manoine, en renforçant leur sécurité économique, leur bien-être, leur autonomie et en les renseignant sur leurs droits. Oui, voilà. Pour ce faire, des formations professionnelles, des ateliers de cuisine traditionnelle, des ateliers juridiques leur seront entre autres proposés. Le projet vise également à promouvoir la transmission de la culture et des savoirs traditionnels autochtones. Cette initiative régionale a été retenue dans le cadre de l'appel de projet 2023-24 visant à favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuits. Elle contribuera à valoriser le rôle des filles et des femmes autochtones en tant que vecteurs de développement économique, social, politique et culturel, ainsi qu'à promouvoir des rapports égalitaires dans la circonscription de Berthier. À l'échelle nationale, le gouvernement du Québec prévoit une somme de près de 2 millions de dollars pour soutenir 13 projets. Les femmes et les filles des Premières Nations et Inuits exercent un rôle clé dans leur communauté. Le gouvernement est donc fier de soutenir ces projets élaborés et portés par des organisations autochtones. Nous nous allions ainsi aux organismes du milieu, de mentionner la députée de Berthier, qui ont une grande expertise sur le terrain. J'ai confiance, de dire Mme Proulx, que ces initiatives novatrices permettront de valoriser le rôle des filles et des femmes des Premières Nations et Inuits et de défendre leurs droits. De dire pour sa part Martine Biron, ministre des Relations internationales, de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, donc elle aussi se dit très favorable à ce genre de projet. Pour la circonscription de Berthier, c'est une excellente nouvelle, de dire Mme Proulx, et je suis d'ores et déjà convaincu que la mise en place de ce projet sera un gage de succès. Pour les femmes et les filles de la communauté de la Manoine, il s'agira certainement d'une expérience enrichissante à plusieurs niveaux et leur permettra un apprentissage à la hauteur de leurs attentes. Donc, un projet important pour le nord de la circonscription de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 27 février, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Aline Rondeau et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Mireille Beausoleil. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Un peu de sport maintenant. Plus de 170 athlètes et une cinquantaine d'entraîneurs lanaudois participeront à la 58e finale des Jeux du Québec. Ça va se dérouler à Sherbrooke
du 1er au 9 mars prochain. On compte donc sur vous pour encourager la délégation lanaudoise qui portera fièrement les couleurs de la région lors de cette compétition d'envergure. Répartis en 15 disciplines sportives, les athlètes seront soutenus et encouragés par une dizaine de bénévoles et animateurs. La porte-drapeau lanaudoise, Gabrielle Roy, a été officiellement présentée lors d'une rencontre d'information dédiée aux parents et aux athlètes le 21 février dernier à Terrebonne. Cette étoile montante du patinage artistique aura l'honneur de porter le drapeau de la région lors de la cérémonie d'ouverture, marquant ainsi sa deuxième participation consécutive aux Jeux du Québec. À l'occasion de la rencontre d'information, Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de la Naudière, a eu le privilège de la présenter et d'adresser quelques mots d'encouragement aux athlètes. De plus, Mathieu Traversy, le maire de Terrebonne, et Bernard Thériault, président de Loisirs et Sports Lanaudière, ont salué le chemin parcouru des athlètes jusqu'aux Jeux du Québec, ainsi que le soutien inconditionnel de leurs parents dans ce parcours. Donc, consultez la page Facebook des Jeux du Québec pour avoir des nouvelles de nos jeunes athlètes et tout savoir sur leur performance. On vous présente maintenant une deuxième capsule produite par CTRB capsule faite en collaboration avec le groupe Déclic. Aujourd'hui, il est question en équipe pour la lecture. On regarde, on écoute. Je m'appelle Gina Parenteau. Je suis intervenante pour le groupe Déclic. Je suis à ma 24e année ici de travail sur les activités en équipe pour la lecture qui sont en place depuis 2016, qu'on a commencé à le créer. Ce qu'on va faire avec les enfants, c'est que les enfants sont référés par l'école. Dans le fond, c'est des enfants qui ont des défis. L'enseignant, lui, va avoir des objectifs pour l'enfant. Bien, le parent aussi a certains objectifs. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un mix entre les deux. Là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire des activités. Moi, je vais utiliser l'enfant des mots de vocabulaire à apprendre. Les parents souhaitent beaucoup qu'on travaille les mots de vocabulaire. Ça fait en sorte qu'eux, ils n'ont pas cette chose-là à faire à la maison. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre les mots de vocabulaire, mais on va jouer différemment. On va les faire différemment. Donc, ils vont être, moi, je vais les défaire, je vais les mettre en petits mots étiquettes. Puis, on joue. Je vais jouer à serpent et échelle, mais j'ai pas de serpent, j'ai juste des échelles. Parce que moi, je veux qu'il monte tout le temps. Ça fait qu'on fait juste monter, mais à chaque fois que l'enfant arrive sur une case, bien, il va piger un mot. Soit qu'il va l'écrire sur sa feuille, ou soit que je vais lui faire écrire au tableau. Ça, on y va. Puis si ça ne fonctionne pas l'écriture, bien, on va prendre des petits bâtonnets de cire, on va former des lettres avec ça. Si ça ne fonctionne pas, on va que les lire, puis on va essayer de découvrir ce qui se passe. Moi, ce que je fais comme activité aussi, je dois développer les enfants pour commencer à lire. Ils doivent connaître leurs lettres, ils doivent connaître leurs sons. Donc ça, c'est les 4 qui sont utilisés à l'école. Je ne peux pas faire autrement, je dois les utiliser. Mais moi, je les découvre. Puis moi, je joue avec la maison des sons. Donc, on nourrit la maison. Fait que l'enfant, il va piger son son, sa lettre, puis on va nourrir la maison, puis elle va lui parler, elle va lui répéter son son. Donc, on travaille un peu ça comme ça. On le fait en s'amusant. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, j'essaie toujours d'avoir une petite activité de lecture, que ce soit par un livre, mais c'est pas nécessaire, parce que moi, c'est des enfants qui sont rebutés par la lecture. Ils veulent pas lire nécessairement. J'en ai, oui, motivés, qui veulent, mais c'est difficile quand même. Donc, ils ne peuvent pas en venir à bout d'un livre. Donc, on va utiliser des livres qui sont plus faciles, dans des collections qui sont différentes. Je vais prendre des activités que je vais séparer en petites cases pour que ça soit plus facile. Puis, en autant qu'ils puissent me lire un paragraphe, en autant qu'ils puissent me lire... Puis, souvent, ce qu'on va faire, c'est de la lecture à 2. Si un enfant ne veut pas le faire, moi, je commence, je lui fais lire le mot pour lui qu'il est capable de faire. Donc, on fait ça en accompagnement, puis avec le parent. Le parent est là pour soutenir, le parent est là pour encourager, puis on motive. Puis quand on a bien lu, on a un petit oiseau qu'on doit enjoliver de couleur de plume. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on voit automatiquement « Ah, j'ai bien lu, je mets une plume à mon oiseau pour qu'à la fin, il puisse s'envoler. »
Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrempes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrempes et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles. Nadia Destrempes, Claude Hull, Annie Destrempes, Patrick Jaudoin, Julie Destrempes, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Maurice Destrempes, Aline Destrempes, Marcel Dubois, Nicole Destrempes, André Pichette, Clément Destrempes, feu Louis Destrempes, Claude Lacombe, Muriel Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 mars, 9h30, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h en l'église de Berthier. Au CHSLD du Piémont, Saint-Jean-de-Mata, le 12 février à 64 ans, est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la Visitation de l'île du Port et natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Pierre-Hugues Laporte, Jeannie Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathaniel Laforêt, Dominique Laporte, Yannick Adam, ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle, Laurence, Étienne, Émile et Olivier. Sa mère, Carmen Thériault, feu Gérard Laporte, ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son amie de cœur, Janine Ferland, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Christiane Laporte, Odette Laporte, Jacques Pagé, Paul-Yvon Laporte, Carole Coutu, Monique Laporte, Joël Perrault, Daniel Laporte, Joanne Cardin, Jacques-Émile Cardin, Sylvie Piette, Chantal Cardin, Sylvain Boucher, Serge Cardin, Nathalie Gaudreau, Marc-André Cardin, Virginie Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars, 11h, à l'église de la Visitation de l'île du Port. Suivra un hommage à la vie à 15h en ce même lieu. M. Laporte sera inhumé au cimetière de l'île du Port à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata le 2 février, à l'aube de ses 76 ans, est décédé M. André Bilodeau, époux de Francine Betté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils et sa fille, Daniel Bilodeau, Nathalie Rainville, Patrick Rainville, Hugo Betté Bilodeau, ses petits-enfants, Jessie, Gabriel, Xavier, Nicolas Bilodeau et Alexis Bilodeau Savoie, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pauline Bilodeau, Maurice Betté, Myriam Majot, voilà, Michel Betté, Claude Hamelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 3 mars, dès 12h30, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Un hommage suivra au salon à 14h30. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mata, le 6 février, à 92 ans, est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert,
son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Au château à Berthierville, le 12 février, est décédée à l'âge de 89 ans, entourée des siens, Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour, de feu Rose-Hélène Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs, Lucienda, feu Gaston Plante, Ghislaine Élise, son frère Florent, décédé dans la petite enfance, elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères et belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane, Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont. Jean-Philippe, France Boucher, Lucien Normand, Carmen Robillard, sa filleule Joyce, Jocelyne McKenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Huguette Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD de Saint-Charles-Borromée, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron-Louis Valois, ses petites-filles Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Fondation canadienne du cancer et la Fondation du cœur et de l'AVC et la Fondation pulmonaire du Québec peuvent être faits. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 16 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 4. Environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 7, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 6, environ 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.